Salut tout le monde et bienvenue dans le rendez-nous avec Badmuche, bien fait pour tous. On est là. On est là, on est présent comme chaque semaine, chaque vendredi. On vous accompagne en ce début de week-end, posé et très calme. Techniquement, c'est sans doute le début de la semaine, c'est pour les gens qui écoutent pour les 8 personnes qui écoutent en VOD. Écoute, moi je sais pas pourquoi tu respectes les gens qui écoutent ce podcast à ce point. Moi je pense qu'on peut, on peut moins les respecter, je pense. Ce serait une bonne idée. Bon, Générique. Quoi? Waouh! Une belle entrée en matière. Grosse ambiance, moi je dis. Bon, il y a des news, beaucoup de news tech encore une fois. Ok. Moi je dis on en fait un élément récurrent du podcast, c'est juste le podcast tech officiellement. J'aime bien comment il dit ça, comme si c'était pas déjà le podcast tech de la Neutrosphère, tu sais. Non mais c'est le seul podcast tech dans lequel on n'est pas juste full pro AI et positif dans l'avenir et à adorer Après, moi, je suis pro Tesla AI, hein. et les entreprises. Moi j'ai vu les robots Tesla, ça m'a convaincu maintenant. Tu vas en acheter un? Tu vas faire quoi avec? Bah, il va aller faire mes courses. Il va aller acheter du PQ quand j'en ai plus. Il va... Ok, non, je m'arrête là. Bon, Non, mais ok, c'était plutôt je impressionnant. C'est toi qui m'as convaincu en plus que cette technologie était impressionnante. rapporte des petits sujets. Moi, j'ai envie de parler si le Black Friday, c'est une bonne chose ou pas, comme concept. Ouf. J'ai envie de parler des nominations pour le Game Awards et de l'état des jeux vidéo en général en ce moment-là. Ok. Parce que c'est intéressant de voir ce qui se passe. Le fait que Google a pris une énorme décision de justice récemment où on leur a dit de vendre Chrome ou Android, l'un des deux. Parce qu'en fait, c'est un monopole officiellement. Les États-Unis ont dit là, c'est mort. Donc Ok, ah ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Ça, on peut parler de ça parce que c'est. Voilà. Et les gens m'ont dit de parler d'un film, donc je vous parle d'un film. Ah, mais après, on peut parler d'autres choses. Hein. Il y a plein d'autres trucs. Tu peux amener des sujets. On peut parler de déontologie épistémique, etc. Oh non, ça ira, vas-y. On a fait assez de ça cette semaine. Ok, bah trop bien. Let's go. Alors, tu nous parles de Black Friday ? Bah du coup, est-ce que c'est toi qui as vécu aux US? Parce que ça existait pas en France du tout, ça existait pas du tout. De base. Ah oui, moi quand j'étais là-bas, c'était vraiment tout le monde en parlait dans les semaines avant. Tout le monde se posait la question. Alors qu'est-ce que toi tu vas prendre? Est-ce que t'as vu cette boîte-là? Est-ce que t'as vu la PS3? Elle est à tel prix? Ouais, c'était beaucoup plus un phénomène social quand j'étais aux États-Unis qu'en France. Hein. Mais à mon avis, c'est pas une bonne chose. À mon avis, c'est une catastrophe. Le Black Friday. Après, je pense que tout le monde a vu les vidéos de gens qui se ruent dans les supermarchés, dans les hypermarchés américains, à l'ouverture des portes le Black Friday. Et non, culturellement, moi, j'ai jamais trouvé ça. Enfin, personnellement, je participe pas au Black Friday. Je me suis jamais dit, ah tiens. Après, je participe ni aux soldes, tu vois. Même les soldes à la française, qu'on a genre 2 fois par an, là, c'est pas pour moi. Hein. Mais de ce que je comprends, c'est lié au Thanksgiving. Mais c'est quoi? C'est la semaine du Thanksgiving. Ils disent le vendredi après, c'est un jour de solde extrême. Mais ça, le truc, c'est qu'en fait, chaque fête et chaque événement culturel partagé, célébré ensemble aux États-Unis, doit être axé autour du capitalisme. Donc, le Noël, voilà, c'est là où tu achètes les cadeaux, tu consommes à fond. Et voilà, même
Même le Thanksgiving, mais du coup, le Thanksgiving, bon, t'as les. Là, il y a un vrai sens culturel plus ancien et tout. Le Black Friday, alors c'est le vendredi suivant la date de la fête de Thanksgiving. Ce vendredi marque traditionnellement le coup d'envoi de la période des achats de la fête des fins d'année. Je sais pas s'il y a plus que ça de lien avec Thanksgiving. Hein. Mais comment c'est apparu, pourquoi ça s'appelle le Black Friday désigne le vendredi qui suit le Thanksgiving, donc le lendemain, grand jour de solde. Ouais, bah, du coup, je comprends pas trop le. Ah voilà, le terme apparaît pour la première fois dans un article de 1951. Il désigne alors pour les employeurs le long week-end que prennent leurs employés. Ils ont ainsi un jour de congé le vendredi, ce qui provoque des embouteillages importants sur les routes. Les policiers utilisent aussi l'expression Black Friday pour désigner. Ok, donc le jour lui-même s'appelle Black Friday parce que les gens prennent un week-end de congé, ils prennent le vendredi off, quoi. Ils font le pont, quoi, en gros. Et à partir de là, ils ont commencé à mettre des promotions à ce moment-là, sans aucune raison. Oui, non, le nom il vient du fait que genre les magasins sont noirs de monde parce que c'est une solde. C'est de là que ça vient. Non, je viens d'expliquer d'où ça vient, ça venait pas de là en fait. Bah si, c'est ce que t'as dit. Non, c'est pas grave. Et je viens de lire l'explication d'où ça vient. J'ai peut-être pas compris. Bah, je crois que c'était ça. Ok, c'est pas grave. Du coup, cancel. Alors l'argument comme quoi ce serait une bonne chose, c'est ça désengorgerait pour les magasins pour les fêtes de fin d'année. Donc c'est-à-dire les gens font leur achat en avance pour les fêtes de fin d'année. Et du coup, quand t'arrives aux fêtes de fin d'année, du coup, il y a moins de gens dans les magasins en train de se pousser. Je suis pas sûr de l'argument parce que je crois que c'est juste des gens qui achètent des choses qui ne sont pas prévues pour être offertes. Il y a des gens qui achètent pour faire leurs cadeaux à ce moment-là, mais je pense que c'est plus des achats supplémentaires à ce moment-là. Ouais. Mais c'est arrivé en France, du coup en France ça n'a juste aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on a importé ce truc-là? Pourquoi est-ce que toutes les marques disent c'est Black Friday? C'est juste, voilà, on a réussi à créer une fête où les gens achètent des choses. C'est juste une occasion. Après, est-ce que les magasins physiques en France le font? Parce que j'avoue, moi c'est un truc que je vois sur internet, tu sais, sur Amazon. J'ai vu des affiches, moi. Hein. J'ai vu des écriteaux, offre Black Friday. Ça vient d'Amazon. Ouais, Amazon dit ouvertement Black Friday. Après, bon, les offres, j'ai l'impression que les offres Black Friday par le passé étaient folles. Genre, tu peux avoir une télé à un tiers du prix ou des choses comme ça dans les magasins. Et c'est là qu'on a vu toutes les vidéos où les gens se battent et tout. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un peu passé, non? C'est juste comme une promotion habituelle. Genre, tu vois le produit à moins 30% tous les vendredis de l'année, en fait. Et là, il est à moins 35, tu vois. J'ai l'impression que c'est plus devenu ça. Et t'achètes une machine à café à 10 €. T'achètes, tu vois, une télé 8K à 5,30 €. Moi, je dis let's go. Hein. Après, moi, ok. Moi, je serais pour faire si on considère que c'est une mauvaise chose parce que ça pousse à la surconsommation, etc. D'accord? Ouais. Est-ce qu'on pourrait pro Black Friday, je le sens. Attends, je propose quelque chose. Je sens venir, mais vas-y. Si t'arrives au pouvoir, tu dis on enlève Black Friday, je suis pas sûr que tu sois bien vu par la population, tu vois. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense que ce serait une position qui ferait plaisir à certaines personnes qui pensent que l'arrivée au pouvoir de la gauche la décrédibiliserait et tout. Mais moi, je pense qu'une manière de à la fois avoir une fête de ce type-là et de la rendre pas négative, ce serait de dire que tu as uniquement le droit de vendre de l'inventaire des fins de stock. Tous les inventaires qui ne se renouveleront pas. Et de l'occasion aussi. Tout ce qui est reconditionné, d'occasion. En fait, tous les appareils qui sont pas nouveaux, genre tu pourrais même mettre une date, genre il faut que l'appareil, la date de sortie, s'il y a plus de 2 ans ou quelque chose comme ça. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils qui sont juste jetés complètement. Et je pense que dans un moment comme ça, si tu disais aux gens, aux magasins, vous pouvez vendre, mais uniquement ces types de produits-là, du coup là, ils feront des promotions de fou. Parce que, un peu comme dans les magasins, en fait, ce qui s'est passé en France,
c'est que récemment, oui, c'est récemment, parce que je crois que c'était il y a une dizaine d'années maintenant, tous les supermarchés ont pour interdiction de jeter de la nourriture. Ils n'ont pas le droit de la jeter, ils sont obligés de la donner, soit de la donner à une association, soit de la vendre, mais ils n'ont pas le droit de la jeter. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu l'apparition d'un petit rayon promotion ou des étiquettes sur les produits où il y a marqué nous essayons de réduire le gâchis. Alors qu'ils ont juste été mandatés. Avant, ils jetaient le produit violemment dans une poubelle, mettaient de la javel dessus, ils coupaient avec des couteaux les produits et tout, pour pas que les gens viennent les chercher. Et du jour au lendemain, j'ai vu des écriteaux du style nous venons de signer un partenariat avec une association objectif zéro gâchis dès cette année, alors qu'il y a une loi et très peu de gens connaissent cette loi, très peu de gens connaissent le fait que aujourd'hui les supermarchés n'ont plus le droit de jeter de la nourriture. Ils en ont fait comme si c'était quelque chose, tu sais. Il y a un terme comme le greenwashing, mais pour une réforme sociale, tu sais. Mais t'as eu toutes ces applis qui se sont développées là avec récupère les trucs invendus de tes supermarchés à proximité. J'ai jamais testé ces trucs. J'avais des colocs qui testaient ça et qui revenaient le soir avec genre 18 croissants et des gâteaux et des trucs invendus des supermarchés. Moi, ça m'a jamais trop fait kiffer, mais du coup, tu vois, le fait que ça soit monétisé par des boîtes privées derrière, je trouve ça un peu cringe, mais ouais. T'avais ces rayons, maintenant t'as ces rayons, du coup, où il y a juste marqué, voilà, tous ces produits vont expirer, et ils sont à moins 50%, tu vois. Parce que maintenant, mettre le produit à moins 50%, c'est plus rentable que de le donner à une association, alors qu'avant c'était plus rentable de le jeter. Parce que là, le fait que le produit soit disponible à moins 50%, il y a des gens qui vont aller acheter dans ce rayon-là plutôt qu'aller acheter le produit à plein pot. Avant, c'est ce qu'ils faisaient, ils allaient acheter le produit à plein pot, quoi. Donc, non, en vrai, c'est pas bête, hein, c'est pas bête. En gros, tu veux pas que la consommation soit centrée sur les produits neufs, sur les derniers arrivages, comme c'est aujourd'hui, quoi. Tu vois, Black Friday, bah t'achètes un nouvel iPhone, t'achètes un nouveau AirPod, machin, dernière génération. Ouais, ça pourrait être sympa que Black Friday, voilà, maintenant on considère c'est justement, bah en plus c'est juste après Thanksgiving, donc ça pourrait être genre ce qui ne fait pas le bonheur de l'un fera le bonheur de l'autre, tu vois, tu pourrais le tourner comme ça. Ah oui, tu trouves une raison culturelle. Voilà, tu dis du coup pour les US. Du coup. Voilà, pour les US. Et faut qu'on fasse du contenu en anglais pour les Américains pour les convaincre. On va les convaincre. Mais c'est vrai que le concept de solde sur des produits d'occasion, moi, ça me ferait bien kiffer. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? En ce moment, j'essaye d'acheter un t-shirt sur Le Bon Coin. Et c'est un t-shirt incroyable. Je vais parler de ce t-shirt. Vas-y, parle-nous de ce t-shirt. Les gens, ça fait des années que je cherche. Ok, et j'ai enfin trouvé ce t-shirt sur Le Bon Coin. Le t-shirt de François Hollande, officiel de sa campagne présidentielle 2012, les gens. T-shirt, il y a écrit H for Hope avec la grosse tête de François Hollande dessus. C'est le meilleur t-shirt, je veux ce t-shirt. Et du coup, attention, j'ai des infos, j'ai des updates sur la situation avec le vendeur. Donc, le seul petit bémol dans cette histoire, c'est que le gars vend le t-shirt à 100 €. Et 100 € un t-shirt, genre littéralement t-shirt François Hollande 100 €, tu vois. Bon, je veux ce t-shirt pour le même, tu vois, mais je vais pas payer 100 € pour ça, ça serait une grosse blague. Alors, je lui envoie un message. En plus, j'ai le droit de dire des messages. En plus, attends. Sur Le Bon Coin. En plus, je crois que ça fait 2 ans qu'il est sur Le Bon Coin. Ça fait 2 ans, je t'en avais déjà parlé depuis. En tout cas, ça fait 2 ans qu'on l'a vu sur Le Bon Coin, je crois. Alors, je lui envoie un message. Bonjour, le t-shirt est-il toujours disponible ? Réponse, oui. Déjà, ça part bien. Tu vois, déjà, la relation, je me dis, ça part sur le bon pied. Je lui dis, 100 €, je trouve ça très élevé comme prix pour ce t-shirt. Je vous le prends tout de suite pour 30 €. Ça se tente. Négociation, tu peux me dire, c'est un peu hardcore niveau négociation, mais non. François Hollande, 100 €, enfin, c'est bon. Je pense qu'on peut se mettre d'accord que 100 € c'était trop élevé et que 30 € est plus proche du prix potentiellement réel du produit, quoi. Et la conversation part en couille très rapidement quand même, parce qu'il me répond, ce t-shirt n'a pas de prix, il est de collection, sa valeur est entre 500 et 1000 €. Merci pour votre proposition, cordialement. Donc déjà, tu sens l'énergie un peu chelou entre lui et moi.
qui s'installe assez rapidement. Je Attends. Dis-lui que tu lui échanges contre ton t-shirt avec Macron. C'est vrai. Ah, ça veut dire... Ah, c'est trop bien. C'est-à-dire que je vais pouvoir vendre le mien pour entre 500 et 1000 en disant c'est un truc de collection. Tu l'échanges avec lui. C'est du génie. Je réponds, ok, intéressant, j'y réfléchis, tu vois, j'essaie de faire genre et tout. Après, je lui dis, vous vous basez sur quoi pour établir cette valeur, par curiosité? Tu veux que je dise sa réponse? C'est la meilleure chose. Vas-y. L'excellent président François Hollande était un homme de paix. Il le mérite bien. Là, je crois que c'est top 5 des meilleures conversations que j'ai eues. Il t'a eu, du coup, t'es obligé de payer les 100 € maintenant. T'es obligé de l'acheter. L'excellent président François Hollande était un homme de paix, il le mérite bien. Bon, moi, je rentre dans le truc, je dis, ouais, ok, il le mérite bien, vous m'avez convaincu. 35 € pour l'interrogation. Pour soutenir Monsieur François Hollande à son retour aux affaires, 500 €. Merci, très cordialement. Et là, quelqu'un m'a conseillé de répondre ça, mais c'est ce que j'ai répondu, je vais le lire. Ok pour les 500 €, mais on enlève les 450 pour la loi travail 2016, ok? Et depuis, il n'a pas répondu. Il n'y a pas eu de réponse à ça? Non. Oh non. Il n'y a pas eu de réponse à ça. Ah là là, c'est la meilleure interaction. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne en face. Tu crois que tu peux lui commander, genre techniquement, tu peux appuyer sur acheter et il va t'envoyer le t-shirt? Je suis un peu coincé, hein. À ce stade, je sais pas, je suis un peu coincé avec lui, mais je sais pas, faudrait peut-être que je l'invite sur stream faire un débat sur François Hollande. Moi je dis, tu lui dis, ok c'est bon, je l'achète. Par contre, je l'achète pas en livraison, je l'achète IRL. Tu vas le voir et tu lances un débat sur le mandat de Hollande. Est-ce que Hollande est de droite ou pas? Ça, c'est ce que t'aurais fait toi, mais moi, je sais pas. Ouais, donc le concept de... Moi, si je peux avoir un petit discount 50% sur le t-shirt Hollande, là, peut-être je le prends, tu vois. Pour 50, peut-être. Ça marche pas trop comme ça. Tu peux pas juste... Pour Black Friday. Le Bon Coin peut pas juste dire 50% sur toutes les annonces de notre site. C'est ce que j'avais dit. T'avais dit des soldes sur le Black Friday pour les trucs d'occasion. Mais là, ce serait littéralement le Bon Coin qui force les gens à vendre leurs produits pour moins que ce qu'ils avaient demandé. Écoute, je crois pas que ça marche. Hein. À un moment, il faut que l'État intervienne. C'est ce que j'ai à dire. L'État va t'aider à acheter ce t-shirt, c'est ça? Oui. Ok. D'ailleurs, en parlant d'intervention de l'État, Google s'est fait attaquer en justice par l'État américain, quoi. En gros, hein, je résume. Et ils leur ont expliqué qu'ils avaient une situation de monopole. Ils ont statué là-dessus. Ils ont dit, il y a une situation de monopole, et c'est spécifiquement du moteur de recherche de Google, le monopole. C'est pas l'entreprise Google elle-même, c'est sur la position de monopole du moteur de recherche. Et notamment, un des plus gros problèmes qui a été analysé, c'est le fait de payer des grosses entreprises pour faire de Google le moteur de recherche par défaut. Un des exemples a été le fait d'avoir payé Apple. En fait, quand vous utilisez un produit Apple, encore aujourd'hui, le moteur de recherche par défaut sur Apple, c'est Google. Et ça, c'est pas juste Apple qui a décidé d'utiliser ce moteur de recherche. C'est parce que Apple a les moyens, s'il le voulait, de développer, comme il a fait avec Maps, de développer son propre service. Ils n'utilisent plus Google Maps, ils utilisent maintenant Apple Maps. Ils ont créé, au début c'était un peu compliqué, aujourd'hui c'est un vrai rival, quoi. Et là, pour la même raison, ils auraient pu, s'ils l'avaient voulu, créer leur propre moteur de recherche Apple. Et ils l'ont pas fait. Et l'État américain explique que, enfin de ce que j'ai compris, hein, que c'est parce que le montant proposé par Google était tellement élevé qu'il a empêché Apple de considérer rentable le fait de créer un nouveau moteur de recherche. Et donc que c'était une situation où Google a payé les gens pour ne pas entrer dans le marché, quoi, en gros. Ouais. Un bon gros chèque. Alors, j'aimerais bien justement, je crois que c'est 24 milliards, mais je suis pas sûr.
Il Ah faut ouais, le montant qu'ils ont payé pour que ça. je trouve le montant. Voilà, Google a payé 26 milliards, pas que à Apple, hein, à tout plein d'entreprises. Apple, Mozilla, hein, quand vous utilisez Firefox par défaut c'est Google. Samsung aussi, quand vous utilisez le moteur de recherche de Samsung par défaut c'est Google. Et d'autres trucs, d'autres entreprises utilisent Google par défaut. Et pour toutes ces entreprises, Google a payé 26 milliards. Et C'est un apparemment, truc de fou. c'est par année, je crois. Je suis pas sûr. Mais en gros, il y a des deals qui ont été faits à hauteur de 26 milliards. 26 milliards, c'est juste énorme. Hein. C'est le rachat d'une boîte, d'une énorme boîte. 26 milliards, c'est pas une petite somme. Si imaginons qu'il y ait 10 milliards là-dedans qui soient juste pour donner à Apple, tu vois. Apple aurait pu créer un moteur de recherche pour 10 milliards, largement. Ouais, pas très. Ouais, je comprends pas du coup pourquoi Apple le ferait pas, mais. Ah non, parce que c'est plus rentable de juste prendre l'argent. C'est assez fou, hein. Intéressant. Et du coup, donc, Google en situation de monopole, je suis assez d'accord. Hein. Tu regardes la part d'utilisation des moteurs de recherche. Tu as les alternatives qui ont émergé, genre tu as le truc Très de peu. Microsoft, Bing. Il y a très peu d'alternatives. DuckDuckGo, moi j'utilise DuckDuckGo Bah, le plus DuckDuckGo, possible. je crois qu'ils délèguent le moteur de recherche est délégué à Bing en fait, hein, je crois. Ah ouais. Ah bon, bah, ok. C'est pareil pour Ecosia qui est délégué à Bing, je crois. Donc ouais, en fait, il y a pas énormément. Il y a un problème sur les moteurs de recherche. Il faudrait des moteurs de recherche. D'ailleurs, il faudrait. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de services comme ça qui auraient besoin d'investissements étatiques pour pouvoir exister, quoi. Parce que sinon, soit c'est payant et du coup personne va l'utiliser. Du coup, il y aura pas. Il sera pas un bon service parce qu'il faut beaucoup d'utilisateurs. Il faut que beaucoup d'utilisateurs utilisent ce genre de service pour qu'ils puissent devenir intéressants. Puisque c'est en fait à l'usage que les données d'utilisateurs permettent d'améliorer les recherches. Mais Ouais. si tu prends ces données d'utilisateurs et tu les utilises aussi pour targeter la publicité et même juste d'autres raisons comme voilà, bref, c'est pas super. Donc pour des raisons de sécurité, juste ce serait vraiment utile que un État décide pour ses citoyens de proposer un moyen de chercher sur le net, quoi. En plus, ça sera un peu le meilleur moment pour le faire actuellement parce que Google a quand même pas mal baissé en qualité dans les résultats proposés ces dernières années. On connaît l'enchitification des résultats Google. Donc franchement, on pourrait carrément skip juste l'amélioration d'avoir plusieurs acteurs privés et au moins un peu de compétition et pas un monopole. On pourrait carrément aller au niveau d'après et dire carrément ouais, une option publique de moteur de recherche. Alors aux États-Unis, cool. ils aiment pas trop ça. Ils préfèrent que le marché libre et non faussé soit faussé et rendu non libre pour que ça marche. Logique. Donc ils ont proposé des options. Parce qu'on leur a dit, bah ok, vous avez dit que c'était un monopole, donnez-nous des solutions. Il y a quelques solutions qui ont été proposées. Alors quelles solutions ont été proposées Alors c'est assez intéressant. La vente de Google Chrome a été proposée. Quel rapport avec Google Chrome? Bah, si tu vends aussi, parce que du coup, la personne qui rachètera Google Chrome pourra mettre le moteur de recherche qu'il veut dessus. Et enfin bref, Google Chrome étant le. Et il mettra Google. Google Chrome étant le leader en termes de part de marché des navigateurs, le seul fait de posséder Google Chrome est un problème. Puisque du coup, dès que tu es sur un PC, je crois que c'est 70% ou 80% de chances d'être en train d'utiliser un navigateur, le navigateur Chrome ou un navigateur qui utilise Chromium. Oui, ça contribue au problème. Donc ça contribue au problème parce que eux, ils sont sûrs de mettre par défaut Google dessus, tu vois. Ouais, voilà. Alors il y avait d'autres possibilités. Vendre Android aussi, qui est quand même assez violent comme proposition. Moi j'aime bien. Mais aussi le fait de ne plus avoir le droit de rendre obligatoire les services sur les téléphones Android, et ça serait tellement bien parce que en ce moment je suis en train de setup mon nouveau portable et c'est horrible de devoir activer les services Google et qu'ils tournent en permanence et qu'ils prennent ta position en permanence et que tu puisses pas les désactiver, sinon tu n'as plus la possibilité d'utiliser 90% des applications. Je pense que là il y a un vrai problème de genre
légales qu'il va falloir résoudre. C'est tu as besoin techniquement d'un smartphone au 21e siècle, et le fait de posséder un smartphone, t'es dans la quasi-obligation de donner toutes tes données soit à Apple, soit à Google, deux entreprises américaines, et on connaît les lois américaines vis-à-vis de la gestion des données et de la NSA. Ouais. Et du coup, bon, Patriot Act, c'est pas, on connaît. j'aime pas cette dynamique. Et il y a même pas de troisième acteur comme t'aurais sur les desktops. Tu peux facilement dire bah c'est bon, installe Linux, et Linux devient de plus en plus user friendly, de plus en plus amical à l'utilisateur. Mais sur le téléphone, même s'il y a des petites initiatives sympathiques par-ci par-là, je peux légitimement pas recommander du tout autre chose que Samsung, Android. que Android ou iOS. iOS est mieux entre ces deux options. Ça, c'est un autre débat. Ok, super intéressant. Mais en vrai, c'est pas le premier move où le Attends, c'est même pas américain... fini. C'est même pas fini. Ah, pardon. Attends, il y a un autre. La proposition, c'est Vas-y, fini. de forcer Google à autoriser ses rivaux, de tous les moteurs de recherche qui sont rivaux à Google, D'accord. d'avoir accès à ces données pour une décennie. Aux données de Google ? Aux données d'indexation du moteur de recherche Google pendant une décennie. Genre rendre en gros open source Google pendant une décennie ? Que pour les moteurs de recherche rivaux à Google. Ah oui, pas open source. Disponible aux compétiteurs. Disponible aux compétiteurs pour artificiellement mettre à mal le monopole. C'est tellement bizarre la loi américaine, genre ils veulent pas accepter que leur système juste ne marche pas, il faut absolument genre ah bah du coup Google va donner tout son travail aux autres, et puis c'est bon, il y a plus de monopole. Tu vois, genre. En fait, c'est vraiment bizarre parce que quand tu prends les exemples emblématiques, là on est en train de parler des lois contre les monopoles aux US, donc c'est les lois antitrust et tout, on est d'accord ? Ouais. Quand tu prends les exemples emblématiques de ça, des lois antitrust utilisées pour découper des monopoles et régler le problème dans l'histoire des US, le truc emblématique, c'est le pétrole. Ouais. Où ils ont découpé l'entreprise. Comment elle s'appelait, le monopole pétrolier ? Je m'en rappelle plus. Moi, je me rappelle de l'exemple avec Bell. Le truc de télécommunication. Pour le pétrole, après, ça a été divisé en BP, en genre, je sais plus, une vingtaine d'entreprises, un truc comme ça. Mais pour cet exemple-là, ok. Et donc là, c'était des nouvelles entreprises créées qui allaient maintenant être en compétition les unes avec les autres. Et donc, il n'y aurait plus de monopole. Et c'est vrai qu'ils ne peuvent pas vraiment faire ça avec Google, parce que c'est de la propriété intellectuelle qui est... Enfin, c'est une base de données plus une technologie, plus un code qui tourne. Tu vois, c'est pas comme si tu pouvais faire ce que tu as fait avec le pétrole et dire maintenant, au lieu qu'il y ait une entreprise qui gère toute l'infrastructure, tout l'acheminement, tout le transport, toutes les stations essence, on va découper par région, localement, ou tu vois. Tu peux pas vraiment dire, par exemple, voilà, vous ferez la recherche sur tout ce qui va de A à U, et toi tu fais de U à Z. Ouais, c'est ça, ouais. Je prends toutes les recherches qui commencent par A, ouais, non. Donc, c'est intéressant. Donc là, leur solution, mais c'est vrai que leur solution, leurs trois options là ont l'air pas mal alambiquées aussi, hein. J'avoue que je vois pas trop d'autres solutions que le monopole public pour ça, hein, sur le long terme. Ou un énorme impôt dessus pour rendre un impôt progressif pour rendre leur position. Même avec un impôt, enfin le fait qu'il y ait une boîte privée qui ait toutes les données de recherche de tout le monde et qui peut influencer. Et tout, mais avec un impôt progressif sur leur capital, ça fera en sorte que naturellement il émerge soit un monopole public grâce à l'argent récolté, soit que les entreprises puissent rentrer dans le marché puisqu'ils ont un avantage compétitif à être petits. Oui. Ouais. Enfin bref, on va pas parler ça serait mieux. Juste
On va continuer parce que c'est intéressant de parler des navigateurs du coup. Mais avant ça, petite explication. Donc vous êtes en train de regarder Le Rendez-nous, donc un podcast hebdomadaire. Merci d'être parmi nous. On vous explique le concept. En fait, vous pouvez soutenir cette émission en nous faisant un don. Donc sur le compte Ko-fi du Rendez-nous. Donc vous pouvez aller sur lerendez-nous.fr pour faire ce don. Ou sinon, si vous écoutez en live, vous avez ce chat qui vous est partagé dans ce lien que vous avez partagé dans le chat. Et en nous faisant un don pour soutenir ce contenu, vous pouvez poser une question et on y répond pendant l'émission elle-même, à la fin, dans un segment questions-réponses. Donc voilà, donc si vous aimez bien tout ça, merci de soutenir l'émission. Exactement, faites-le. Il y a même un QR code à l'écran si vous regardez actuellement. Il est là. Magnifique. Voilà. De retour sur cette news. Ouais, donc c'est 67% la part de marché de Chrome. D'accord ? Mais c'est encore pire quand tu regardes, parce que Chrome est basé sur un cœur open source. D'accord ? Mais open source maintenu par Google. Donc en gros, c'est si Google fait une décision à propos du web qui n'est pas un standard, et ben vu que c'est eux qui maintiennent Chromium, c'est pas 67% du web qui suivra ce nouveau standard, c'est bien plus, parce que ça coûte très très cher de maintenir un fork d'un moteur d'un navigateur web. Un navigateur web, c'est de nos jours, hein, en 2024, un navigateur web, c'est vraiment très très lourd. Il y a vraiment plein de choses à supporter, il y a plein de standards, il y a plein de types de fichiers, il y a plein de types de requêtes et tout et tout et tout. On n'a plus vraiment de nouveaux entrants sur le marché depuis un moment, c'est-à-dire que c'est très dur d'arriver et de respecter tous les standards, et encore plus c'est dur d'avoir l'infrastructure nécessaire pour à la fois suivre les nouveaux standards du web qui sont mis en place très régulièrement, et aussi de répondre aux failles de sécurité découvertes, parce que c'est quelque chose de très 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 important d'avoir la sécurité dans ton navigateur web. C'est sans doute un des trucs les plus importants. C'est une faille de sécurité sur un navigateur web. Si tu utilises ce navigateur dans n'importe quel ordinateur d'une entreprise un tout petit peu coté, serait désastreux. Donc en fait, si tu veux à la fois être capable de suivre les nouveautés des standards et de corriger les failles de sécurité, il te faut déjà une équipe monstrueuse. Mais en plus de ça, il faut, si tu veux rentrer sur le marché, il faut revenir sur tous les standards qui ont déjà été faits ou forquer un truc existant. Tout ça pour dire que si Google décide du jour au lendemain, non, à partir de maintenant, les fichiers ils s'écriront comme ci au lieu de comme ça, et aujourd'hui il y a 80% environ du web, ou même plus, qui va suivre ce standard sans que ça ait été discuté, en fait, qui va suivre ce nouveau standard proposé par Google sans que ça ait été discuté, parce que les seuls navigateurs aujourd'hui qui n'utilisent pas Chromium à leur source sont Firefox et les dérivés de Firefox, et je crois Safari. Ah ouais, Safari, c'est vrai, c'est pas Chromium. Pas faux. Sinon, tout le reste, il y a quelques navigateurs expérimentaux, mais moi je parle de trucs que tu peux utiliser au quotidien, hein. Tout le reste, que ce soit Brave, que ce soit Opera, que ce soit Chromium ou Chrome, tout ça utilise le moteur de rendu web proposé par... Non, même Opera utilise Chromium. Même Edge, même le successeur Internet Explorer est passé à un cœur Chromium. Voilà. Donc en fait tout ça, c'est sous le maintien de Google en arrière-plan, quoi, en gros. Donc pourquoi on parle de ça ? Parce que dans cette situation, moi personnellement, je suis hyper content qu'existe une alternative qui s'appelle Firefox. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une alternative open source qui est Firefox, qui existe, qui a très peu de part de marché malheureusement, mais que vous pouvez aller utiliser dès maintenant. Et en fait, qu'est-ce qui se passe avec ce truc-là ? C'est le fait même qu'il existe crée une pression sur Google. On s'en rend pas compte parce que ce qu'on a actuellement semble être la normale, mais imaginez si Firefox n'existait pas, s'il y avait aucune alternative.
Google pourrait beaucoup plus facilement mettre en place ces mises à jour sans demander à personne, sans demander au World Wide Web Consortium, juste dire à partir de maintenant, voilà, on met en place ça, voilà, et c'est tout. Là récemment, par exemple, ils sont en train de mettre en place un standard qui rend quasiment impossible aux bloqueurs de publicité d'être fonctionnels. Ah ouais, ça fait un moment qu'ils essaient de le faire passer, ça. Et en fait, c'est compliqué de le faire passer parce qu'il suffit d'installer Firefox pour pouvoir réinstaller ton bloqueur de publicité. Il suffit d'installer... En plus, les gens, vraiment, prenez-le aussi pour la qualité de votre vie qui va être améliorée. Parce que moi, j'ai Firefox depuis des années et j'ai des add-ons dessus, enfin des extensions, quoi. Les bloqueurs de pub, ils marchent parfaitement. J'ai l'extension minimale aussi qui existe sur Firefox, qui est trop bien. Développée par l'équipe présente ici. Et plein d'autres extensions. J'ai des trucs pour sauter les pubs dans les vidéos YouTube, là, sauter les segments sponsors, là. Les segments sponsor block. J'ai plein de choses. Je sais pas si tout existe sur le Chrome Store, mais de toute façon, bon, soyez du bon côté, quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est parce qu'il y a une extension qui te permet d'éditer les styles des sites web. Oui, Stylus. Et voilà, et j'ai créé en fait un style pour le store de Nintendo, d'accord, qui me permet de juste cacher les jeux que j'ai déjà ou que je sais que je veux pas. Comme ça, quand je visite le store, j'ai pas tous les trucs, genre je vois que les jeux que j'ai pas dedans, et comme ça je peux le hacker. Trop marrant. Donc voilà, donc le seul fait que Firefox existe fait de la pression parce qu'en fait à chaque fois que Google arrive et disent bon nous on va faire peut-être de la merde, qu'est-ce que vous en pensez, tout de suite t'as tous les utilisateurs qui disent bah non on peut juste passer sur Firefox donc faites pas ça. Donc c'est pas mal. Le mauvais côté de cette histoire c'est que et là c'est de l'opinion de ma part, hein, je suis opiniated là-dessus. Mozilla, qui est la compagnie qui est ou la fondation, je sais pas comment il fonctionne, bref, qui est à la tête de Firefox et d'autres projets, je trouve qu'ils ont un mauvais management. Je trouve qu'ils s'occupent mal du projet, personnellement. Une des raisons pour lesquelles je dis ça, c'est que leur principale ressource monétaire jusqu'à aujourd'hui, depuis presque 10 ans peut-être, je crois. Bref, ça fait un bon moment qu'ils ont cette ressource-là annuellement. Qu'est-ce que c'est ? C'est Google. C'est Google qui les paye pour avoir par défaut le moteur de recherche Google sur Firefox. C'est leur principale source de revenus. Et c'est une grosse source de revenus, c'est-à-dire ils ont beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup d'argent. Et je ne comprends pas. Ils sont devenus hyper dépendants de cette... Ils sont devenus complètement dépendants. Et ils ont annoncé il y a quelques semaines qu'ils fermaient le département advocacy de Mozilla, officiellement. Non, c'est quoi le département advocacy ? Donc c'est tout leur département pour advocate auprès du public, etc. Genre défendre des idées, des projets. Je crois que c'est ça, je connais pas exactement, mais en gros ils virent des gens de ce département. Je pense qu'ils vont continuer à virer des gens parce que si ce qu'on a dit sur Google là aux États-Unis se met en pratique, ils vont devoir arrêter d'être payés par Google par la loi en fait. Donc il y a des gens qui disent oui mais ils vont peut-être être payés par Bing maintenant et tout. Je sais pas. On sait pas ce qui va se passer. Et si jamais ils ont plus d'argent venant de ça, ils vont peut-être juste disparaître en fait. Donc peut-être qu'en fait les régulateurs américains en voulant faire un truc bien vont tuer Mozilla Firefox par inadvertance. Alors, le truc c'est que là c'était sur le moteur de recherche, on est d'accord. L'argument de monopole de marché, il était sur le moteur de recherche. Donc si l'argument sur le moteur de recherche fait que Firefox ferme ses portes Mozilla ferme ses portes officiellement, peut-être dans 5 ans il y aura un procès contre Chrome pour monopole de marché. C'est très bizarre quand même, hein. Voilà, donc moi je comprends pas pourquoi Mozilla ne font pas un modèle qui ressemblerait plus à Wikipédia, où il y a une demande de financement de la part des utilisateurs directement. Je trouve que la structure est beaucoup trop alambiquée et qu'il y a beaucoup trop d'argent donné pour le management. Je crois qu'à une époque,
l'argent donné à la tête de Mozilla, c'était en millions. Hein. Pour les dirigeants et tout, Ouais, 2 secondes, je fais une petite recherche pour donner des chiffres. Beaucoup d'organisations où tu te dis, ça a l'air d'être un truc à but non lucratif, ça a l'air d'être un truc bien. Souvent, t'as des trucs pas clairs qui se passent en haut de la hiérarchie quand même, au niveau de l'argent. Malheureusement, après, je dis pas que c'est pire que les entreprises privées à but lucratif, capitalistes. Sont probablement bien pires en moyenne, mais ouais. Ouais, c'est assez fou cette histoire. Hein. Attends, je recherche. D'ailleurs, ça serait marrant que du coup, parce que tu sais que récemment, ce cas-là où ils luttent contre le monopole de Google, du moteur Google, c'est pas le seul cas où les autorités américaines essaient de réguler un petit peu les entreprises technologiques énormes, quoi. Ouais. Tu sais, il y a eu l'interrogation de Mark Zuckerberg devant le Congrès. Ouais. Le FTC qui a attaqué en justice Amazon et Meta aussi pour des comportements anti-compétitifs et nuire à leurs rivaux, etc. Enfin, biaiser le marché, quoi. Le truc, c'est que c'était sous l'administration Biden, tout ça. Ouais. Et les démocrates viennent de perdre la présidence. Ouais, bon, le ça, Congrès, il faudra qu'on parle. Ouais, il faudra qu'on reparle tout ça. En fait, on sait pas trop comment ils vont réagir parce que ils ont été élus aussi sur une base très anti-grosse entreprise de la tech et tout. Donc, faut voir comment ils vont. On va voir. C'est très incertain de quelle politique sera menée. Ce sera forcément négatif, mais on sait pas à quel point en gros. J'ai retrouvé les chiffres si tu veux. Vas-y. En gros, le CEO de Mozilla a reçu 6,9 millions de dollars de salaire en 2022, qui est une augmentation de 2 millions par rapport à 2021 et une augmentation BPT, tu comprends pas, 4 millions depuis 2020. C'est parce qu'ils travaillent 3000 fois plus que les gens qui gagnent 3000 6,9 millions de dollars. Je t'assure que tu donnes cet argent-là à un projet open source quelconque, demain ça devient genre un staple de son domaine, tu vois. Genre. Ouais. C'est assez triste. Non, mais c'est assez parce que là c'est juste le CEO, tu vois. Donc c'est assez triste de se dire il y a peut-être plein d'échelles de management où ils reçoivent peut-être 200 000, 300 000 dollars chaque année. Et alors qu'au final, il faut juste... Et en plus, ils se sont lancés dans plein de domaines. Mozilla, ils ont essayé de faire des VPN, et après ils les ferment parce que ça marche pas. Ils ont essayé de faire... Alors que le seul truc qu'ils doivent faire, c'est s'il vous plaît, faites juste un bon navigateur et affichez tous les 2 mois, donnez 2 € pour empêcher que le monopole soit Google, tu vois. Et là aujourd'hui ils peuvent pas dire ça puisqu'ils sont littéralement payés par Google. Donc pendant 10 ans ils ont pas pu faire de l'advocacy pour dire attention, Google pourrait devenir un monopole de marché. Et aujourd'hui, ils doivent du jour au lendemain le faire, sauf que ils vont pas le faire parce que jusqu'au dernier moment, ils vont dire ouais, mais peut-être qu'on aura le droit de garder notre financement de Google qui est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et au dernier moment, ils vont être lâchés ils vont être lâchés de 10 000 mètres de hauteur du jour au lendemain où on va leur dire bah non, vous avez plus votre financement. Ils vont devoir complètement chavirer. Parce que par exemple là maintenant tu les vois faire une campagne en disant votre tracker de pub disparaît mais vous pouvez toujours l'utiliser Firefox. Je vois très peu de normalement toute leur communication devrait être centrée là-dessus quoi. Oui, il devrait y avoir une grosse campagne de com. Moi, je sens le biais dans la communication qui est ouais, mais attends, parce qu'on est payé par Google quand même. Ouais, je vois ce que tu veux. Ouais. Mais juste pour dire après, que par contre, sur les certains salaires, genre tu disais 200K, 300K, chez Mozilla, est-ce qu'il n'y a pas quand même l'argument ils doivent proposer des salaires un peu élevés pour attirer des gens assez compétents qui eux ils regardent je te parlais dans le management, tu vois, je te parlais dans le dans le management, ok. Surtout que on est d'accord que c'est vraiment le type d'entreprise où normalement tu attires certaines personnes qui vont le faire pour leur salaire, bien sûr, tu travailles pour être payé, mais tu n'as pas besoin de payer leur morale, tu n'as pas besoin de rembourser
leur conscience, ce qui est dans beaucoup de jobs où tu travailles dans l'armement ou des choses comme ça, tu payes aussi que le fait que la personne accepte de fermer les yeux sur le fait qu'elle est littéralement en train de créer des choses qui vont tuer des enfants, tu vois. Là, t'es en train justement. D'ailleurs, je voulais parler de ça parce que j'ai repensé à un truc. Bah, on en reparle après, mais genre là, il y a des gens qui voudraient que ça fonctionne Firefox. Et si tu payes ces gens-là, ils accepteraient de le faire pour la paye normale d'un ingénieur ou d'un manager si ça permet au projet de fonctionner derrière. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui serait prêt à être payé un SMIC pour travailler à Mozilla. Il parle de lui. Non, je parle pas de moi. Non. Non, je suis pas prêt à être salarié pour le moment. Ouais. Bah, en fait, il y a plein de gens, au-delà de ça, il y a plein de gens qui accepteraient. D'ailleurs, les gens, n'hésitez pas à faire un don dans le chat pour poser une question pour le rendez-nous. Comme ça, on n'a pas besoin de devenir salarié à Mozilla. Pendant qu'ils sont en train d'être coulés par l'accord officiel. Nos supérieurs gagnent 6 millions par an. Pendant que leurs supérieurs, ouais. Et les managers gagnent 300 000 et nous, on gagnera 100. Ouais, et du coup, on a les chiffres. Donc, Google avait un contrat. Donc, on n'a pas les nouveaux chiffres, mais on a le contrat qui durait 3 ans et qui était de 500 millions de dollars de la part de Google auprès de Mozilla pour 3 ans. D'accord. Ouais. Donc environ, c'est combien, c'est 150, quelque chose comme ça, 160 160 millions par an, juste de Google, qui leur donne comme ça. Sachant que pendant que les CEO étaient là, qui étaient payés 6,9 millions et tout, voilà, on est passé en 2019 de 200 millions de utilisateurs actifs mensuels à environ 160 millions. Aïe. Bah ouais, non, leur part de marché baisse de toute façon. J'avais vu à une époque, c'était littéralement genre 50%, non, dans les années 90. Ouais, alors l'époque où en fait il y avait un monopole de marché pendant longtemps de Internet Explorer, parce que encore une fois, c'était installé par défaut. Quand tu achetais un Windows, les biais cognitifs existent. Ok. Voilà, c'était 95% la part de marché de Internet Explorer, alors que c'était un très mauvais navigateur à ce moment-là de l'histoire. Juste parce qu'il était déjà sur l'ordinateur, voilà. Bref. Mais au bout d'un moment, les gens se sont dit, ok, non, c'est n'importe quoi, Internet Explorer est mauvais. Les gens se sont rendus compte au bout d'un moment, il y a eu du bouche à oreille. Et Firefox a pris une énorme part de marché, je crois qu'ils sont montés jusqu'à 35%, un truc comme ça, ouais. À un moment. Ah ok, ouais, j'ai dit 50, mais non, c'était... Okay. Et à ce moment-là est arrivé Google Chrome, qui d'ailleurs a fait de la pub sur Google pour dire d'installer... Enfin, t'es arrivé sur Google, il disait c'est lent quand vous allez sur Internet ? Ça pourrait être plus rapide, appuyez sur ce bouton. Ouais, je me souviens. Sur Google, ils ont mis ça en écran, genre en haut à droite quand tu lances Google dans ton navigateur existant. Mais et ils payaient Firefox pour prendre Google comme moteur par défaut, genre. Ah ouais, non, mais de toute façon, c'est le Far West depuis tout le temps, la technologie. Enfin, c'est chaque entreprise utilise les avantages qu'ils ont parce qu'ils sont déjà populaires dans tel secteur pour rentrer dans un nouveau secteur. C'est. Alors voilà, j'ai la courbe. Fait ça avec Bing, hein. Ouais. J'ai la courbe, donc ouais, Firefox est monté jusqu'à 30. Ouais, j'avais raison, c'était ça, genre 32% en 2010, avec un déclin d'Internet Explorer. Et là, il y a Chrome qui est arrivé, il a dépassé Firefox en 2012, Chrome, et il a explosé. Aujourd'hui, il est à 76%, non, 67% des parts de marché, Chrome aujourd'hui. Ouais. Du coup, est-ce qu'on peut espérer une amélioration du management chez Mozilla ? Je sais pas ce qu'on peut espérer. Bah, ils ont viré des employés là, pour le moment. Donc on verra. Après, si c'est les employés qui... Attends. En vrai, je peux répondre à ça. Ils ont fait un formulaire à remplir pour le futur de Mozilla. D'accord ? Il parle beaucoup de AI et il n'y a pas une seule mention de Firefox dedans, dans le truc. Ok, bon bah il n'y a pas d'espoir.
tous les espoirs sont sur la victoire de Bernie Sanders en 2028 et la création d'un monopole public dans les. Moi j'ai appelé à ce qu'il y ait un fork, mais les gens ont l'air désespérés justement vis-à-vis de ça. Donc un fork, ça voudrait dire que quelqu'un reprenne le code et on relance un truc. Le problème, c'est un problème de financement. Il faudrait qu'il y ait un business angel qui arrive et qui lance ça. Je comprends que dalle. Bah, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Si vous comprenez pas. Mais du coup, oui, en gros, y a peu de chances que ça. On verra. En tout cas, l'alternative existe. L'alternative existe et elle est open source. Donc même si le management foire, il y a quand même l'espoir que ce soit repris derrière. Donc ça, déjà, c'est bien. C'est ça. Ouais, en parlant justement tu disais qu'il y a un premium pour quand tu veux embaucher des gens dans des industries qui peuvent être moralement douteuses et tout. Ça m'a fait penser, parce que là, du coup, ça fait un moment que Israël commet un génocide envers les Gazaouis depuis plus d'1 an. Et ça m'a fait penser toute cette situation à un salon d'entreprise dans notre école. Tu te souviens que... Je me rappelle, ouais. Ouais, tu te souviens que il y avait, je sais pas moi, MBDA, le fabricant de missiles, il y avait Dassault, il y avait Thales, il y avait plein d'entreprises qui étaient dans ce salon. Et donc voilà, pour vous donner un petit peu l'ambiance, c'est école d'ingénieurs, t'as des entreprises qui viennent présenter, qui viennent offrir des stages aux étudiants et en gros vanter les mérites de leur entreprise et les opportunités professionnelles là, offertes et tout. Et nous deux, bien fait pour tous et moi, on était dans ce truc-là et on allait demander justement aux entreprises, on essayait plutôt d'avoir des questions sur quelle était l'utilité pour la société de leur activité et des produits qu'ils faisaient, etc. Et il y a en fait, c'était pas un truc... je sais pas si la plupart des étudiants avaient ça comme première question pour les entreprises là, mais nous c'était plutôt cet angle-là. Et plein de personnes me posaient. C'était très marrant. C'était très très marrant. Et c'est fou en fait à quel point on avait raison. Ouais. Parce que tu te souviens, le gars de chez... Sur la défense là, on donne pas de nom. Ok, on dit pas quelle entreprise, mais il y avait des entreprises qui de travaillait défense. dans une entreprise qui se disait entreprise de défense. Ouais. Et en fait, entreprise de défense, mais du coup, on lui avait demandé, mais vous, ça vous dérange pas de fabriquer, de vendre des armes? Et du coup, à l'époque, je me souviens, c'était le moment où la France vendait pas mal d'armes à l'Arabie Saoudite. Donc nous, on prenait pour un peu voilà, sonder un peu ce qui se passait dans l'entreprise en question. On demandait alors c'est qui les clients, est-ce que ça va être utilisé pour la défense, pour l'armée française exclusivement, ou est-ce que ça peut être vendu? Enfin, tu sais, on rentrait on essayait de comprendre un peu comment ça. Et tu te souviens de la réponse qu'ils nous avaient faite? Je crois qu'ils nous avaient dit, bah, c'est la défense. Nous, on vend pas à l'attaque, on vend à la défense. Voilà, c'était. On vend pour protéger la nation. Oui, c'était ça en fait, tout son raisonnement pour dire en fait il y avait rien de problématique là-dedans, c'était constamment de dire en fait les gens qui vont s'en servir, ce sera pour se défendre quoi. Et aujourd'hui, si on avait été ok d'entrer dans ces entreprises comme beaucoup de gens dans notre promotion ont été ok d'entrer dans ces entreprises et de produire pour eux, enfin t'es au courant que la France a vendu quand même des munitions et du matériel militaire à Israël ces dernières années. Et qui sont en train de s'en servir en ce moment. Non, je suis pas au courant exactement. Moi, j'ai entendu parler de drones, de formation pour des drones ou des trucs comme ça. J'ai pas bien compris de. Ouais, il y a eu je pense du matériel pour fabriquer des munitions, je pense. Après, la France n'est pas du tout dans les plus grands fournisseurs, mais c'est pas zéro. Supposément, quoi. Voilà, on va dire supposément pour être sûr. Voilà. Voilà, si tu veux. Allegedly. Exactement. Mais ouais, je trouve ça quand même assez ouf que on avait quand même plutôt prédit que ça pouvait être super problématique et genre 4 ans après c'est ça qui vient actuellement. Même à ce moment-là c'était problématique, c'est-à-dire même en dehors de ces périodes-là tu participes à
un système qui, tu sais, genre c'est le arms race. Tu vois, tu augmentes si tu continues la recherche spécifiquement sur les armes, etc., tu contribues à la montée des tensions. Parce que c'est comme si tu avais travaillé sur les armes atomiques en disant bah oui, mais c'est la défense, etc. D'accord, bah du coup, t'as fabriqué une bombe plus grosse que celle des voisins, ok, du coup, chacun fabrique une bombe plus grosse, au bout d'un moment, c'est pas viable, quoi. À un moment, faut qu'il y ait moins de bombes et qu'elles soient moins grosses, parce que sinon, à la première tension, moi j'ai très peur d'ailleurs. Alors, c'est hyper paradoxal, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait une bombe qui soit utilisée, d'accord? Une bombe nucléaire, j'ai vraiment pas envie qu'elle soit utilisée. Mais en même temps, et je devrais même pas dire mais en même temps, le fait qu'elle soit pas utilisée dans un cas où théoriquement elle devrait l'être, selon ce que les gens ont annoncé, selon ce que les partis ont annoncé, fait que ça nous lance dans un inconnu assez bizarre, non? Genre quand Poutine menace de l'utiliser tous les 2 jours et l'utilise pas au final. Bah ou alors quand Poutine, ou quand il y a une invasion d'un pays, si jamais il y a un pays qui est envahi et que on avait dit oui, si vous envahissez ce pays, vous prenez une bombe atomique. Là, on va pas l'envoyer parce qu'on veut pas tuer des gens, tu vois. Mais du coup, il y a plus la menace de la bombe atomique. Est-ce que la menace de la bombe atomique prévient d'autres conflits qui du coup pourraient, genre, j'ai pas envie de penser à ça en fait, tu vois. J'ai pas envie du tout de. T'es en train de dire en gros la dissuasion nucléaire n'a pas vraiment de sens parce qu'on dirait qu'au final. Bah, personne n'a envie de tuer juste des millions de citoyens, genre à part les États-Unis en 1945. Enfin bref, ça. Ouais. Mais personne n'a envie d'appuyer sur le bouton, genre si t'as pas envie, même s'il y a un conflit qui est lancé, t'as pas envie d'envoyer un truc qui va détruire toute une ville et tuer tout le monde dedans. Donc bref, en vrai, je connais des gens dans le cabinet de Netanyahou qui sont chauds pour le faire, mais bon. Moi, tu sais qu'il y a deux ministres israéliens. Tu sais qu'il y a deux. Non, mais tu sais qu'il y a 2 ministres israéliens qui ont dit on devrait envoyer une bombe nucléaire sur Gaza. C'est arrivé 2 fois. Bon, viens, on skip la géopolitique. J'ai pas envie de parler de géopolitique. C'est un petit rappel. J'ai pas envie de parler de géopolitique. C'est trop tendu. La situation est trop tendue. Elle est très tendue. Mais ouais, pour reparler des entreprises, oui, quand tu regardes les entreprises, tu regardes les salaires qui sont proposés, et c'est difficile. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que par le fonctionnement du marché, si assez de gens refusent un job, ça va mécaniquement faire en sorte que l'entreprise qui cherche un employé va se dire bon, on trouve pas on trouve personne pour avoir ce job, montons le salaire pour être plus attractif. Et mécaniquement, du coup, il y a et c'est ça qui est pervers, c'est qu'il y a un paiement. On te graisse la patte pour que tu acceptes les atrocités auxquelles tu vas prendre part. Et je trouve marrant que ça n'ait jamais fait. Je trouve marrant que le système permette à ça d'exister. Ça n'est jamais fait consciemment. Personne va dire on leur demande quand même de fabriquer un système de reconnaissance faciale qui a tué des gens aux frontières. On devrait peut-être leur donner un peu plus d'argent que ça. C'est pas fait de cette manière-là, tu vois. Personne va se dire il faut payer leur morale et leur valeur. C'est émergent, quoi. Mais c'est pas formulé. Exactement. Le truc apparaît parce que si les gens refusent en lisant la fiche de poste ou démissionnent dès qu'ils sont en poste, il va falloir payer plus cher. Et du coup, normalement, c'est censé faire en sorte que les postes qui sont plus sympas paye moins cher mais soit quand même cool. Le problème là-dedans, c'est que du coup d'un point de vue de statut social, travailler dans un truc qui est bénéfique et bien vu par la société, que les gens aiment bien faire et que c'est positif pour la société, c'est moins bien payé. Ouais, c'est désincité, c'est désavantageux. C'est désavantagé par rapport aux autres boulots. Et voire c'est même tu peux, parce que beaucoup, même si je sais pas si vous le savez ou pas, mais dans les grandes écoles, etc., beaucoup de gens sont là pour essayer d'avoir le plus haut salaire sans regarder du tout le contenu de ce qu'ils vont faire, hein, voilà. Ça c'est un bon 70%, 80% des gens. Et du coup, ces métiers ne seront même pas envisagés.
il y a tout plein d'industries qui seront à la poubelle, c'est-à-dire parce que vu que ça paye moins que les autres industries, tu dis bon non mais ça je vais pas faire ça parce que du coup je vais attends quoi, j'ai fait toutes ces études pour au final être payé que 60% de la paye qu'ils avaient dit que je toucherais normalement, et tu regardes un des deux jobs c'est fabriquer des armes et du pétrole et des voitures, et l'autre job c'est rétablir l'eau dans la région, tu sais, c'est genre des trucs hyper stylés. Ouais. Et non, ils envisageront même pas de faire ce job au final. Après, faut pas s'étonner qu'il y a autant de gens qui, une fois à la quarantaine, ils ont une crise de la quarantaine, genre ah attends, ça fait 20 ans que je fais quoi en fait, c'est quoi mon utilité, à quoi ça sert, et ils pètent un câble complètement. Attends, quand ils se rendent compte que c'est pas la meilleure transition au monde. Attends, je crois que tu viens de trouver la meilleure transition au monde. Pour le film que je recommande, je l'ai revu hier. Je l'avais vu quand j'étais petit et je voulais le montrer à quelqu'un, du coup je l'ai revu. C'est le film Jerry Maguire. Alors je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti en 1996. Alors ce qui est fou, c'est que le film est sorti en 1996 et à part les portables qu'ils utilisent, tout est d'actualité dedans, tous les commentaires sociaux dedans sont d'actualité. Voire trop d'actualité, c'est un peu déprimant. C'est un peu déprimant que ce soit autant d'actualité. Ouais, je me disais ça peut être plutôt déprimant comme. Je crois que ce genre de film, je ne vois plus trop ce genre de film. C'est un film. En fait, c'est ça qui est un peu. Oui, c'est avec. Pardon, peut-être je parle un peu du film avant de faire un commentaire sur le film. C'est un film avec Tom Cruise et aussi avec. Pardon. Cuba Gooding. Non. Renée Zellweger. Renée Zellweger qui joue aussi dans le journal de. Je l'ai pas vu celui-là, mais c'est son rôle le plus. Le journal de Britney Jones. Voilà, mais je l'ai pas vu celui-là. Mais je sais qu'elle est connue pour ce rôle-là, donc peut-être ça vous parlera. Mais oui, du coup, c'est Tom Cruise. Ah bon. Le seul fait qu'il y ait Tom Cruise avec toutes ses poses complètement, genre tous ses rictus complètement fous et tout, c'est. Ah, moi je regarde juste pour Tom Cruise, hein. N'importe quel Tom Cruise, let's go. Ça fait partie du fun du film, hein. Mais du coup, l'histoire, ça parle de quelqu'un qui travaille dans une compagnie d'agents de stars, d'accord, d'agents de stars de sport. Donc c'est des agents qui ont pour but de leur trouver des contrats, des contrats avec des entreprises pour avoir des sponsors et tout quoi. Ouais. Et l'entreprise, elle a 70 employés, 70 personnes qui gèrent 1900 contrats ou quelque chose comme ça, un truc assez fou. J'ai raté le titre, pas de souci. Ça s'appelle Jerry Maguire. Je vous mets le titre dans le chat et il est aussi dans la description de l'épisode pour les gens qui écoutent en replay. Et du coup, donc il y a environ 70 personnes qui gèrent genre 1900 stars du sport, tu vois, genre des football américain, baseball, tout ça. Mm-hmm. Et un jour, il y en a un, donc c'est le personnage principal, qui trouve que c'est trop, qui comprend, qu'il est obligé de maltraiter les gens pour qui il est censé être l'agent, voire carrément de les ignorer. Et à un moment, il a une crise existentielle où il se dit tout le rapport humain a été bafoué et on est juste là pour prendre notre commission et envoyer des gens se faire boxer, se faire avoir des commotions cérébrales en jouant au football américain, tu vois, sans aucun. Ok, prendre, il se rend compte en fait de son rôle, quoi. Ok. Du coup, il snap et il décide d'écrire une profession de foi de genre 25 pages. Une profession de foi genre bien neutre et apolitique. Un manifeste neutre et apolitique au-dessus des clivages qu'il envoie à l'intégralité de ses collègues et j'ai pas envie de vous spoiler. En vrai, moi je vais le regarder, ça a l'air bien, mais ça se passe pas super bien. Ça a l'air très bien, mais je veux pas vous spoiler. Mais ouais, du coup c'est un très bon film qui parle justement du donc dans le sujet principal de son manifeste, c'est justement de dire est-ce qu'on pourrait pas juste avoir un peu moins de contrats et s'occuper mieux de ces contrats, même si ça veut dire avoir moins d'argent, au moins on ferait quelque chose qui nous plaît et on aurait un bon impact sur le monde. Est-ce que ça a pas de la valeur? D'accord. Et il s'est pris, ok, je vois. Ça a l'air bien. Il a pété un câble, quoi.
Et C'est pas du quiet quitting, c'est du loud quitting, quoi. voilà. Donc ouais, je recommande celui-là, très très bon film, et c'est exactement le sujet, c'est marrant, du coup ça fait la bonne petite transition. J'ai même pas fait exprès, mais c'est parfait. Ok. Alors moi j'ai une question. Ah, On va rentrer dans le Oula. moment toxique du podcast. oula. J'ai une question sur ma propre toxicité potentielle. Déjà c'est toxique de dire ça, mais bon. Je sais, mais c'est le segment toxique. Alors, non, mais je te pose vraiment la question parce que moralement, je suis en train de me. Enfin, voilà, je veux savoir. Il y a quelques années, j'ai dit que j'allais arrêter de prendre l'avion pour des raisons climatiques, pour ne pas émettre des tonnes de CO2. Je suis allé voir les stats et tout. L'avion, c'est vraiment pas foufou, quoi. Si vous faites des longs trajets en avion, même comparé à des trucs comme manger de la viande, manger du bœuf. Enfin bref, c'est vraiment pas cool. Et en termes de neutralité carbone, si tu veux être neutre, il faut vraiment pas prendre beaucoup l'avion, voire plutôt 0 fois, quoi. Donc je me suis dit, je pense que c'était peut-être il y a 4 ou 5 ans, je me suis dit, vas-y, moi j'ai pas vraiment besoin de prendre l'avion à nouveau, je l'avais déjà pris plusieurs fois avant ça. Je me suis dit, voilà, si je pars en vacances, je prends le train, je vais dans des pays, Ouais. je vais en France ou je vais dans des pays UE et où je me débrouille pour prendre l'avion. Ok. Sauf que là, je suis invité à un événement familial en Irlande. Et en gros, je suis obligé. Enfin bon, Tu vas en bicyclette. Pardon, vas-y. Je suis obligé d'émettre beaucoup de CO2 parce que bon, tu pourrais aller en bateau et tout techniquement, mais voilà. Et franchement, je crois que je vais juste le faire. Je crois que je vais arrêter mon truc de je prends pas l'avion, je sais pas quoi. Ouais. Et dans mon raisonnement, je me dis, Quel est le raisonnement? peut-être c'est toxique, hein, mais je me dis, genre, j'ai tout fait pour essayer d'avoir un programme où on allait interdire les fermes-usines, avoir des vrais objectifs climatiques réalistes, et investir des centaines de milliards dans une vraie transition énergétique. Genre, ça y est, quoi, j'ai fait le taf, j'ai tout fait au niveau systémique. Au bout d'un moment, laissez-moi prendre l'avion pour aller à un truc, tu vois. Je sais pas. Dis-moi, est-ce que je suis problématique? Moi, je Parce pense... que le truc, c'est qu'aussi... Ouais. Attends, je rajoute un truc. Bah, me dis pas, dis-moi si tu rajoutes un truc après. Justement, non, c'est pour créer la confusion. C'est une blague. Donc, moi, j'ai toujours eu un discours sur les actions individuelles par rapport au climat, par rapport à l'écologie. Mon discours, ça a toujours été il faut que vous soyez OK avec la dissonance cognitive. Il faut que vous soyez OK de faire des trucs où vous vous dites j'ai un smartphone, dans quelles conditions il a été créé, etc. Bah, en fait, pour avoir une influence, pour avoir une certaine participation à la société moderne et pouvoir la pousser dans la bonne direction, tu dois y participer à un certain niveau. Tu peux pas être la personne qui va habiter sur une ZAD, se coupe complètement de la société, va habiter dans les bois. Enfin, c'est peut-être un peu cliché, mais tu vois de quoi je parle. Il y a des gens vraiment qui disent moi je vis sans téléphone, je vis sans ordinateur parce qu'il y a des métaux rares. Mais qui du coup réduisent leur impact sur le reste des gens. Enfin bref. Ouais, moi je suis chaud pour réduire je dis c'est cool, réduisez l'impact au maximum que vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé d'aller au plus haut degré et tout pour soi-disant être en cohérence avec ce que vous voulez voir dans le monde, tu vois. Donc, mais après je me dis est-ce que l'avion, qu'est-ce que t'en penses? Vas-y, dis-moi. Alors, sais pas. Ok, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que déjà mettre des barrières arbitraires et absolues sur quoi que ce soit, c'est pas une bonne chose. Donc le fait de dire je prendrai jamais l'avion et c'est une règle de vie, machin, je pense que c'est pas une bonne manière de penser aux choses, parce que la bonne manière c'est de réduire ses émissions de CO2 en règle générale, tu vois. Quelqu'un pourrait se sentir bien avec lui en disant bah voilà, moi c'est ce que je fais, c'est je prends jamais l'avion et je peux dire à tout le monde que je prends jamais l'avion. Et derrière, est-ce qu'il a fait campagne pour un programme qui voulait interdire, tu vois, sur plein d'autres sujets. Donc non, le truc c'est de pouvoir regarder comment réduire à l'échelle de la société l'impact qu'on a. Moi, je t'avoue que ma mentalité actuelle, c'est genre j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai fait le taf. La plupart des gens ont rien fait. Mais ça, c'est un biais cognitif de. Ouais, mais je suis à fond dedans. Là, je le valide à fond, tu vois. Ensuite, au niveau de l'avion, le fait de prendre l'avion,
je pense que le problème avec le fait de prendre l'avion, c'est le fait que des gens prennent trop l'avion, voire qu'il y ait des utilisateurs qui prennent genre toutes les semaines l'avion. Que c'est un usage pour certaines personnes qui est hebdomadaire ou mensuel. Moi, quand j'ai proposé pour l'avion, j'ai proposé ma solution pour l'avion, c'est de rendre le prix des tickets exponentiel. Chaque ticket d'avion que tu prends est exponentiellement de plus en plus cher pour limiter pour avoir deux effets: rendre plus accessibles les voyages aux gens qui n'ont pas les moyens. D'accord ? Ouais. Mais rendre quasiment impossible les voyages aux gens qui ont déjà fait 1 ou 2 vols. C'est-à-dire au 3e vol, ton ticket il vaut peut-être 10 000 €, tu vois. Genre, il faut que ce soit une augmentation exponentielle du prix des tickets. Le prix des tickets doit exploser pour que très rapidement, quel que soit ton niveau de revenu, c'est-à-dire même si t'es milliardaire, même si t'es millionnaire, il y aura un moment dans l'année où tu ne pourras plus prendre l'avion techniquement parce que tu n'auras plus d'argent, tu devras vendre tous tes assets pour prendre un billet, d'accord ? Bon plan. Donc ça permet quand même de faire en sorte que tu puisses prendre un billet quand même. Parce que exactement dans ton cas de figure, là tu vas voir la famille. Tu vas voir des gens que tu n'as pas vu depuis longtemps. C'est quelque chose que tu ne peux pas avoir autrement. Il n'y a pas d'alternative à ça. Tu peux pas prendre le train pour aller dans un pays européen dans lequel il y a ta famille aussi. Tu vois, ça n'a pas de sens. Les gens ils disent je pourrais aller en Raban techniquement. Non mais les hôtesses, c'est leur métier, arrêtez. Qu'est-ce que vous racontez? Les hôtesses ont un salaire négatif. Ouais, il y a des hôtesses de l'air, donc ça va. C'est encore une fois, c'est la faute des hôtesses, quoi. C'est elles pourraient pas juste rester à la maison. Donc ouais, moi dans ce truc-là des transports, je pense que ça peut être bien comme ça de rendre le truc qu'il y ait un vol de temps en temps, peut-être par an ou tous les 2 ans, que les gens puissent se l'acheter et puissent l'utiliser. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que là t'es dans un cas particulier où il n'y a pas d'alternative. Encore une fois, t'es obligé d'aller en Irlande. Les alternatives qui sont proposées, elles sont catastrophiques. Mais même si c'était, mettons, tu dois aller en Espagne. Moi, j'ai failli aller en Espagne l'année dernière pour une convention à propos du moteur de jeu que j'utilise, Godot. Bref. C'est beaucoup moins cher en avion. Je me suis renseigné pour y aller. Dans les 2 cas, c'est au-dessus de mes moyens. Mais si j'y étais allé, j'aurais sans doute dû prendre l'avion. Je sais pas si je l'aurais fait ou pas si j'avais l'argent. Peut-être. Mais le fait est que j'étais outré que le train soit une solution plus chère. Et c'est ça en fait, c'est genre, nous on a fait le taf pour essayer d'avoir une législation logique où c'est pas l'avion coûte moins cher parce qu'il subventionne les compagnies aériennes artificiellement. C'est de la folie la politique menée à l'échelle européenne et en France sur les... Donc c'est bon quoi, genre, il y a 2 trucs. Moi j'ai tout fait pour essayer de le faire, laissez-moi vivre ma vie maintenant, c'est votre problème. Il y a 2 trucs. Premièrement, les vols de courte distance devraient être complètement supprimés. Deuxièmement, le réseau ferré devrait être renforcé pour qu'il y ait une équivalence à peu près entre le temps de vol, parce que le boarding d'un avion est beaucoup plus lent que le fait de rentrer dans un train et de prendre le train. Donc tu peux pas juste regarder le temps de trajet de l'appareil. Moi, je pense que tu pourrais faire des temps de trajet en train qui soient quasiment la même vitesse que les temps de trajet en avion, en comptant tout le mise des bagages en soute, tout. Bref, ça met des heures. Ouais. Et du coup, à partir de là, même si c'était un vol comme ça, le truc malheureux, c'est que moi, j'aimerais que on ait des... Si t'avais les moyens, là, je t'aurais reproché quelque chose. Pour que je te reproche quelque chose, il faut que t'aies largement les moyens, qu'il y ait une alternative qui soit genre le train ou je sais pas, une autre alternative, et que tu décides pour des raisons, juste pour ton confort de pas le faire, tu vois. Là, je pourrais te reprocher quelque chose en fait. Ou que t'es déjà allé voir ta famille le mois dernier, tu vois. Et là, tu dis non, mais je vais les revoir parce que c'était marrant, tu vois. Genre... Moi, j'y vais tous les week-ends parce qu'il faut que j'aille acheter ses œufs pour ma grand-mère. Mais là, non, je pense qu'il y a rien à te dire en fait. Et je pense que c'est juste toi qui t'es mis une pression en mode vu que j'ai dit aux gens de pas prendre l'avion, si moi je le prends, on va me reprocher d'être hypocrite. Et juste, on s'en fout des gens qui nous reprochent d'être hypocrites en fait.
En Parce vrai, que non, c'est pas parce que je disais pas aux gens de le faire, c'est parce que je me suis dit, moi, vas-y, ça c'est un truc pas trop dur à respecter. Mais ouais, j'avoue. Non, mais c'est non, bien. il y a une pression T'as validé sociale. socialement ma consommation. Pour toutes donc les let's go. personnes, c'est ça le problème, c'est que pour toutes les personnes qui font des recommandations vis-à-vis du social, du climatique, etc., il y a après ce moment-là une pression sociale où ces gens-là en particulier sont scrutés. Et on regarde, non mais attends, mais il avait dit de faire ça, mais lui il le fait pas, machin. Dans des proportions qui sont juste folles, et souvent les gens qui reprochent ça, elles n'ont rien fait. C'est-à-dire les personnes qui reprochent ça n'ont rien du tout. Tous les gens qui ont envoyé des photos de Greta Thunberg en train de prendre un kebab là, n'avaient absolument aucune légitimité à le faire eux-mêmes de base. Et en fait, on s'en fout, si elle veut prendre un kebab, elle prend un kebab en fait, tu vois. Et en plus, le fait, je crois qu'au final, il y avait juste une option vegan dans le resto. Littéralement, c'était un kebab vegan. Ouais, c'est un kebab vegan au final. Enfin, bref. mais c'était des falafels, voilà. Mais c'est juste pour parler il y a eu un énorme shit show là-dessus où tout le monde disait mais regardez Greta Thunberg, elle avait dit qu'il fallait se doucher, machin, et finalement elle, voilà, bref. Donc voilà. Ouais. Ok. Après, je vais en Thaïlande ce week-end. Après, pourquoi est-ce que ça peut être bien de quand même, c'est-à-dire que il faut jamais prendre les trucs comme des absolus. C'est pas parce que là dans ce cas de figure on a dit bah là du coup c'est cool, tu peux prendre l'avion, culpabilise pas, que il faut pas à des moments ciblés faire culpabiliser les gens de prendre l'avion s'ils font n'importe quoi, tu vois. Moi je connais des gens qui prennent l'avion pour partir en vacances en Europe. Et ils le font sur un coup de tête, tu vois. Bah moi personnellement, je préfère au moins mentionner le fait que c'est pas cool et qu'il y a une alternative et que surtout s'ils ont masse d'argent pour payer le train. Surtout voilà, comme je t'ai expliqué, surtout qu'il y a l'argent qui permet de le faire et tout. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une pression pour que ces gens-là un jour se disent bah est-ce que du coup les trains pourraient pas être moins chers, parce que si tout le monde me fait chier quand je prends l'avion, du coup j'aimerais que tu vois, que même si la personne n'a pas personnellement envie d'arranger le climat, que elle a envie d'arranger la situation pour pas qu'on la fasse chier avec le climat, tu vois. Ouais, pas faux. Il faut créer quand même cette pression. Qu'est-ce que tu penses des youtubeurs qui font pendant des années du contenu sur regarder l'empreinte carbone d'acheter une voiture électrique versus une voiture à essence, regardez les petits gestes que vous pouvez faire, regardez si vous faites le tri, si vous avez un lombricompost, blablabla, les petits gestes individuels, mais dans les élections, prennent pas du tout position. Et parlent jamais des élections. Et par contre, vont en marche pour le climat. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que c'est un énorme problème. Hein. Moi, je pense que c'est un énorme problème parce que c'est eux qui ont créé un public autour d'eux, des gens qui veulent changer les choses, pour le mieux. Et littéralement, l'occasion là où on pourrait le plus changer les choses, ils la prennent pas, quoi. Et trigger par ça aujourd'hui. Et c'est quand même fou. C'est quand même fou que personne le voit. Que ce soit tellement pas normalisé que personne voit le problème. Qu'il y ait des chaînes vraiment entières sur le véganisme, etc., qui ne font pas une seule vidéo pendant toutes les périodes électorales. Même après les périodes électorales, n'en parlent pas une seule fois. Et il n'y a pas un commentaire sous les vidéos en disant mais attends, mais tu t'es défilé un peu là-dessus, où est-ce que t'étais, pourquoi t'as fait ça, tu vois. Je trouve ça fou. J'ai du mal à accepter cette réalité. Moi, j'avais vu aussi une association qui avait dit après les législatives, on lancera cette association-là pour pouvoir influencer les députés pour qu'ils mettent ça en œuvre pour le climat, tu vois. Et je suis là en mode mais vous voulez influencer vous voulez pas faire campagne pour élire des gens qui veulent ce que vous voulez de base? Au lieu d'influencer des gens après, mais c'est quoi? Je comprends rien. Mais il n'y a pas que par les élections qu'on change les choses. D'un point de vue purement conséquentialiste, sur plein de domaines,
le delta, donc le delta, c'est-à-dire la différence entre le cas de figure où c'est un Macron ou un Le Pen qui est élu en 2022 et le cas de figure où c'est un Mélenchon, LFI, NFP, NUPES qui est élu, que ce soit au présidentiel ou que ce soit au législatif, parce qu'on pouvait avoir un gouvernement législatif. Les gens, vous avez fait quoi en fait? En fait, la différence qu'il y a là, c'est cette différence qu'il faut regarder là, d'accord? Donc par exemple entre ouvrir le marché à l'international pour les viandes, tu vois, comparer ça à faire du protectionnisme solidaire sur la viande et fermer les fermes-usines en France. Tu fais la différence entre ces deux trucs-là. Tu regardes l'impact que ça va avoir sur toute la durée du mandat, voire jusqu'à ce que ces deux lois ne soient plus en vigueur, d'accord? Ouais. Et tout cet impact-là, il faut le rapporter à ton influence dans l'élection de 2022. Donc et même tu le divises par le nombre de voix qui manquaient, tu vois, et tu fais par voix, genre. Non, sur ton influence. Non, parce que c'est ton influence à toi sur 2022, tu vois. Ouais. Et donc si t'avais le potentiel d'influencer par exemple 10 000 personnes, tu sais, il y a des gens qui ont des publics de 100 000, 400 000, 500 000 personnes, tu vois. Si avec un public tel, dans ton public, il y avait des gens qui ne sont pas allés voter ou qui sont allés voter pour le mauvais candidat, ce qui est une très grande part de la population, si tu voulais convaincre par exemple 10 000 personnes, il manquait 400 000 personnes pour gagner. Donc en fait, sur ces 10 000 personnes que tu aurais pu convaincre à voter pour la bonne chose, ton impact sur la différence dont j'ai parlé d'impact qu'il y a eu, en fait, il est de 1 sur 40. Donc tu prends ce 1 sur 40, tu regardes du coup le fait que des fermes-usines soient fermées en France pendant 10 ans, tu regardes combien d'individus ça représente, et le fait de ne pas avoir pris part dans cette élection, en fait, tu as participé à 1/40 de toutes ces victimes qu'il y aura eu. Donc que ces gens viennent pas me faire chier pour mon avion pour aller en Irlande, c'est bon. Non, non, c'est pas un mal pour un mal, arrête. Si, c'est un biais cognitif, c'est un sophisme. J'ai dit c'est un sophisme, tu juste tes sophisme. Ok, t'as pas le droit de prendre l'avion. Non, je suis toxique. Je déchire ton ticket. Les gens, faites campagne. La prochaine fois, comme ça, vous aurez le droit de polluer après. Nouvel argument. Mais tu vois, mais si t'avais réfléchi un peu à toute cette situation-là, et que tu t'étais dit, attends, si je fais rien, je suis responsable d'1/40 de toutes les morts du Delta, comme j'ai expliqué là. Ouais. Donc ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais pensé au conséquentialisme, à leur impact dans l'élection, aux capacités. Enfin voilà, ils ont. Et là, je dis aux gens d'aller voir ta deuxième vidéo de ta série de vidéos là, sur le défaitisme. Je pense que c'est des gens qui sont tellement poussés dans le défaitisme, qui se sont dit de toute façon ça sert à rien, on peut pas gagner, et qui du coup se sont dit bah vu qu'on peut pas gagner, le fait que je participe pas ne change rien, et donc je peux ne pas participer et ça me coûte rien moralement de ne pas le faire, tu vois. Ouais, bon bah je pense que c'est une bonne conclusion, je pense. on est retombé sur la conclusion. La conclusion, par excellence. Du coup, le segment questions-réponses sera pour une autre fois. Pour le prochain épisode. Ou pour une autre fois, peut-être pas pour le prochain épisode non plus. Ah, attends, les Game Awards. Ah, oui, c'est vrai. Ok, merci le chat. Les gens, n'hésitez pas à sauver cet épisode en faisant juste une question pour le segment questions-réponses. Le temps qu'on parle des Game Awards, vous avez encore l'occasion de le faire. Allez, une petite question. Ça ferait plaisir. Donc, parlons des Game Awards. Donc, moi, comme on en a déjà parlé, hein, je crois l'an dernier du coup, du concept même de donner des prix pour n'importe quoi. On avait dit que ça avait aucun sens et tout, et que le seul sens que ça avait, c'était que ça donnait une image de l'impression, genre de voir les réactions des gens à peu près à propos des nominations, à propos des vainqueurs, pour savoir ce que pensent les gens en ce moment même de l'industrie du jeu vidéo. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas de savoir quel est le meilleur jeu, parce que ça c'est subjectif et arbitraire, et qu'on écoute. Et là, en l'occurrence, c'est juste une organisation qui donne son avis. Le fait est que c'est une organisation qui aujourd'hui est considérée comme reconnue pour ce truc-là, donc tout le monde traite ça comme si c'était quelque chose de légitime, et c'est ça qui est intéressant.
Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui s'énervent en disant, mais du coup, vous auriez pas dû choisir ça, etc., etc. Ouais, j'ai fait un bon. T'aimes bien mon petit résumé sur la situation? Pas mal. Heureusement que tu le fais parce que j'avais un peu oublié ce qu'on avait dit l'année dernière. Donc... Non, mais t'as pas de mémoire, toi. Non, j'ai littéralement pas de mémoire. Heureusement que t'es là. Hein. Du coup, les Game Awards, donc les prix remis pour les jeux vidéo de l'année. Il y a eu des nominations, donc c'est-à-dire des jeux sont choisis à l'avance, et dans ces nominations-là, on saura qui est gagnant. Donc si un jeu n'est pas dans la liste, il peut pas être gagnant. Donc déjà, c'est ça qu'on peut commenter. Et les jeux qui ont été nommés cette année, c'est Astrobot, qui est un jeu fait par Sony, qui a assez plu, mais qui finalement, ça a l'air plus d'être un... ça a pas l'air... Moi, je vois pas trop en quoi ça peut être jeu de l'année. Bref, on peut en parler. Balatro, qui est juste un jeu de cartes. Ouais, c'est celui-là qui a fait parler, non? Tout le monde était surpris de ça. C'est un jeu de cartes indépendant. C'est-à-dire que c'est une personne qui a fait ce jeu en se disant ouais, ça va peut-être pas marcher. Et finalement, ça a explosé. Ça a littéralement été un phénomène. Ça a été disponible sur portable, ça a été disponible partout. Ils ont fait avec d'autres jeux, ils ont fait des collaborations avec d'autres jeux pour mettre leurs jeux dedans. Enfin bref. Mais à la base, c'est juste un jeu de cartes. C'est-à-dire que c'est assez bizarre de voir dans le jeu de l'année, ça va être genre le jeu officiellement de l'année, ça pourrait être un jeu indé de cartes. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le gameplay là-dedans. C'est la loupe qui est assez addictive, c'est-à-dire Ouais, tu y as joué? J'ai vu du gameplay. Et j'ai pas joué. Parce que moi, j'avoue, a priori, je me disais, mais comment... Enfin, personnellement, le concept de jeu de cartes, déjà les jeux de cartes, je suis pas forcément fan IRL et tout. Mais dans un jeu, enfin, je sais pas. Et ensuite... C'est pas mon truc, je préfère faire un Smash, quoi. Ensuite, les autres jeux, c'est Final Fantasy 7 Rebirth. Bon, ok, ouais, le FF7. Métaphore Refantasio, qui est la suite de... ça, c'était... comment il s'appelle? Mince, j'ai oublié le nom. Je peux pas t'aider là-dessus, j'ai aucune idée. Je retrouverai le nom. Mais voilà. Silent Hill 2 non. Pour meilleure narration. Non, mais là, on était sur le... Ouais, non, mais je suis passé à la suite parce que tu sais pas, en fait. Donc, Non, mais attends, j'ai pas fini. Il y a aussi Black Myth Wukong. Ouais. Est-ce que tu en as entendu parler de celui-là? Ouais, bien sûr. Et celui-là, c'est un peu bizarre. Du gameplay et tout. C'est le jeu le moins bien noté de l'histoire du Game Awards. C'est-à-dire, c'est le jeu qui a été nominé, qui a été le moins bien noté. Et je sais pas si tu te rappelles, l'an dernier, on avait commenté je crois que c'était le joueur du grenier qui disait c'est fou que il n'y ait pas Hogwarts Legacy. Et je crois que l'autre c'était lequel l'autre? Je me rappelle plus. C'est pas. Il y en avait un deuxième. Me demande pas, j'ai la pire mémoire, tu le sais. Bref, c'était Hogwarts Legacy et un autre jeu, et ils y étaient pas. Il a dit c'est fou qu'ils soient même pas nominés. Et Hogwarts Legacy avait fait 84 de score pour Metacritic. Hein, donc les gens disent oh comment ça se fait que Black Myth Wukong est là. Et en plus il y avait eu plein de à l'époque il y avait eu plein de critiques. C'est Baldur's Gate. Ah oui, non, ah bon, c'était Baldur's Gate? Je sais plus s'il était dans Game Awards. Bref, tout ça pour dire Black Myth Wukong, au moment où il est sorti, les reviewers, on leur a demandé de pas parler du féminisme dans leur review. À l'époque. À côté de ce qui s'est passé avec ça, vas-y, dis-moi. Tu l'as pas vu ce truc-là? Non. En gros, apparemment, il y a eu des allégations de sexisme dans l'entreprise ou je sais pas quoi. Et quand ils ont donné les copies aux gens, ils leur ont dit de pas mal parler, parce que c'est un jeu qui a été fait, je crois, par une entreprise chinoise, de pas parler de la Chine, de pas parler du sexisme et du féminisme, tu vois, ils ont censuré leurs reviewers de fou. Ouais, la cancel culture. Et à l'époque, ça avait fait parler, donc on sait pas trop si il est là pour représenter le marché chinois ou tu vois. Mais il y a plein de gens qui avaient adoré ce jeu, donc bon, voilà.
C'était les petites discussions là-dessus. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est il y a aucun de ces jeux-là qui ont la. Ah oui, attends, Elden Ring, Shadow of the Erdtree qui est nominé, qui est juste un DLC aussi. Après, c'est un très bon DLC, non? Mais c'est un DLC. Un DLC jeu de l'année. Mais est-ce que si le DLC est meilleur que des jeux entiers? Oui, mais est-ce que tu donnerais un Oscar, une Director's Cut d'un film qui est sorti l'an dernier, il y a 2 ans? Ouais, ok, ouais, je sais pas. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas... Attends, ils sont pas en train de dire... Parce que est-ce que tu peux techniquement être... Non, tu peux pas être nominé parce que le jeu, il sort une année, donc tu peux pas être nominé après, ouais. Ok. Ouais, donc okay, là, non, tu peux dire c'est bizarre, ouais. Donc là, je trouve la situation... Le marché du jeu vidéo va mal en ce moment. C'est ça en fait, c'est qu'ils n'avaient pas d'autre option, du coup ils ont pris ça. Et je trouve que ça se voit vraiment dans les nominations, parce qu'on a quand même un jeu indé, un jeu mal noté, un jeu fait par Sony, mais voilà quoi, c'est un bon jeu, mais bon, ça a l'air d'être une pub ambulante, Astrobot plutôt qu'autre chose pour les propriétés Sony. Et ils ont mis Helldivers 2 en meilleur jeu d'action. Métaphore Refantasio. Ok, les gens ont bien aimé, et Final Fantasy 7 Rebirth, qui est théoriquement un reboot d'un jeu qui est déjà sorti, un DLC, tu vois, t'es un peu là en mode, ok, là c'est une année, y a pas grand chose, quoi. Il est vraiment cool, oui, bien sûr, il est vraiment cool, mais ça me ferait bizarre de le voir comme jeu de l'année, tu vois, Astrobot. Voilà, et après pour toutes les autres nominations, c'est vrai que c'est bizarre que un jeu comme comment il s'appelle, celui que tu viens de citer, Baldur's Gate, non, le truc 2 là, Helldivers 2, c'est bizarre qu'il soit pas dans d'autres nominations, parce qu'il est sorti cette année et tout le monde en avait parlé, je trouve assez bizarre qu'il arrive dans ce genre de nomination là. Ouais, il a un bon succès, hein. Il a bien relancé cette méta et tout. C'est juste pour dire que Microsoft aussi, juste du coup c'est le segment un peu, on parle marché jeux vidéo et tout. Microsoft a annoncé qu'ils allaient proposer une console portable, mais dans longtemps, pas tout de suite. Donc je sais pas pourquoi ils le disent. Pourquoi ils le disent? Et ils ont dit, attends, ils ont dit autre chose aussi. Ils ont dit, à ce stade, on est ouvert à mettre n'importe lequel de nos jeux sur PlayStation et sur toutes les autres consoles. Même genre, Halo. Finito les exclusifs, même Halo. Y a plus rien. Ils ont dit même Halo, on pourrait le sortir sur PlayStation. Donc je sais pas, genre ils veulent mourir, je sais pas. Mais pourquoi même ils disent ça? Juste faites-le, non? Enfin, s'ils veulent le faire. Ok, bon, ça a l'air nul. Ça a l'air catastrophe. C'est bon, les gens. Et toi, du coup, c'est quoi ta take sur le meilleur jeu de l'année? Si tu devais dire un jeu. Waouh, meilleur jeu de l'année cette année. Le Zelda, t'y as joué au nouveau Zelda? C'est vrai que c'est un peu une. Ouais, j'ai joué, mais je le mettrais pas en jeu de l'année. C'est vrai que c'est un peu une année creuse. L'année dernière, le meilleur jeu de l'année, j'aurais hésité entre Tears of the Kingdom et Pikmin 4. Non, Tears of the Kingdom est mieux que Pikmin 4. J'aurais été peut-être plus en faveur de Pikmin 4 que Tears of the Kingdom. Tu as même pas joué à Pikmin 4. Qu'est-ce que tu en sais? Si, j'ai joué vite fait. Non, pas du tout. J'ai regardé cette année, Fallacy Quiz jeu de l'année. Bah ça dépend. Est-ce qu'il sort cette année ou pas? Je fais tout. Ça dépend. Je t'assure que je fais tout pour qu'il sorte cette année. Je t'assure que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il sorte cette année. Allez, là, on va faire un énorme événement de lancement. Vas-y, on fera un énorme événement. Il va le jour, vous inquiétez pas. Bon, du coup, voilà. C'était tout pour les jeux. On attend. Moi, mon jeu de l'année cette année, c'est Risk of Rain 2. Avec succès, tu m'as rendu obsédé par ce jeu. On a le droit de parler d'anciens jeux pour jeu de l'année? C'est autorisé? Non, mais laisse tomber. La définition, il n'y a pas. Les définitions, c'est des constructions sociales. Tu sais que tu peux. Si on a le droit de donner des DLC, je crois que moi, j'ai bien apprécié le DLC de Splatoon 3. Mais pas testé encore, mais ça a l'air très bien. Mais ce serait triste que ce soit le jeu de l'année. En fait, ce serait triste que ce soit ça le jeu de l'année, tu vois. C'est un peu en mode bon. Ouais. Mais en tout cas, je pense que l'année prochaine, il y aura des meilleures nominations parce que, a priori, il y a la Switch 2 qui sort et ça va un peu remuer tout ça, quoi. Attends, c'est confirmé pour. Attends, mais déjà, il y a GTA 6.
Je crois pas qu'il sorte en 2025 GTA 6. Quoi, c'est 2026? Non. Je crois pas que ce soit en 2025 GTA 6. C'est genre début de... Oh, ok, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et la Date Switch de 2, c'est sortie, confirmé pour alors 2025. attends. GTA, date de sortie, je regarde. Je crois que c'est. Il fut annoncé le 8 novembre 2023 avec une première bande-annonce le 5 décembre. Et il est toujours attendu pour l'automne 2025. Non, ok, il y a GTA 6 normalement. Ah, ok. Mais ça va être repoussé à début 2026 en vrai. On connaît. On connaît la blague. Ok. Et la Switch 2, ils ont confirmé pour 2025, vraiment. Non, ce qu'ils ont confirmé, c'est qu'elle sera Ça m'étonne, annoncée ça. en 2025. D'accord, ok, donc ça va être fin 2020. Ça va être comme GTA où ils vont lancer 2 ans avant. C'est bon, là, c'est la pure timeline. Là, c'est bon. Je joue pas que à des jeux Nintendo en fait. Je vois ça dans le chat. Attention. Non. C'est pas vrai. Cette année, j'ai joué à Nier Automata aussi. Attends, je crois qu'il faut que je regarde si je joue pas que à des jeux Nintendo en fait. Il a l'air bien, Nier Automata, en vrai. Faut que je le convainque de me le prêter. Splatoon, moi c'est Splatoon et... Ok, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Il vient de vérifier, il s'est dit ouais mince en fait je peux rien dire. Ouais, non. J'ai joué. Bon. Et voilà, c'était le rendez-vous. C'était le rendez-vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous êtes sur les plateformes de streaming, à recommander, à envoyer le lien de l'épisode à des gens qui vont nous subir du coup pendant 1 heure en écoutant ce contenu. À Let's go. Mettre des commentaires, à rate, c'est-à-dire mettre des étoiles, mettre des pouces selon où vous êtes, pour essayer de faire monter un peu tout ça dans les algos. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de streaming existantes, et s'il ne l'est pas, il faut nous le signaler. Et il est aussi sur YouTube en VOD. Merci d'avoir suivi tout ça. Faites monter tout ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-nous la semaine prochaine.